Alors bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, salle comble, pour ce roman exceptionnel de Maria. Nous avons le plaisir d'accueillir Caterina Fragu, à votre gauche, donc, qui est agent littéraire, Ariel Hassel, qui est psychanalyste, Maria, l'auteur, bien sûr, Yanis Kurtzakis, écrivain, qui vont nous parler du livre Athos le forestier, Athos o das Nomos. Je voulais vous dire, avant de passer le micro à Caterina, que depuis hier que nous avons annoncé que nous avons des remises sur nos livres de 20%, il y a eu une razzia sur le livre. Il n'en reste plus beaucoup, malheureusement, mais on peut toujours le commander. Maria est ici et pourra le dédicacer quand le livre arrivera. Et la remise de 20% sera toujours en vigueur quand le livre viendra. Voilà. Donc, φύγανε, είχαμε φέρει η Μαρία από πολλά από χθες. Comment on traduit radia? Radia, je sais pas. Grec. Saros, bravo. Voilà, Odette, qui est traductrice, une traductrice aguerrie. Voilà. Lipon, Caterina. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est un livre, Athos le forestier, c'est un livre exceptionnel, bouleversant, dont le cœur, c'est un mythe vraiment très beau, dans son désespoir. C'est l'histoire d'un homme qui a survécu pendant la guerre, mais qui est psychiquement mort. Le seul remède qu'il trouve, ou en tout cas une sorte de remède qu'il trouve à cela, c'est d'avoir comme fils, parce qu'il a perdu un fils, de prendre un fils chez l'ennemi, disons. Et ce mythe est tellement beau qu'il montre le paradoxe de la guerre, la folie de la guerre, et en même temps, la guerre, qui est le sujet principal de ce titre, n'est pas seulement la guerre entre des hommes armés, c'est la guerre de famille, c'est la guerre qui n'existe pas dans la nature. Et donc, il y a un Allemand qui est médecin et un Grec qui est forestier, qui vont faire leur guerre à eux dans la forêt. Quand j'ai lu le livre, j'ai absolument été prise par le charme, sous le charme, et j'ai voulu le faire publier en français et dans d'autres langues. Il a déjà été publié en allemand et en français. On espère qu'il y aura bientôt d'autres langues. Et je vais laisser maintenant l'auteur en parler, Maria Stefanopoulou, elle, pour son roman. Bonsoir. Bon, je remercie aussi de ma part Lexicopolio, Odile Breillet et toute l'équipe de la librairie. Et puis, merci à tous d'être venus. Et je vais vous exposer quelques réflexions que j'avais rédigées pour une présentation du roman qui a été faite à Paris. Elle a été faite à Paris, cette présentation, en octobre dernier, à la librairie L'Arbre à Lettres, à la Bastille. Et je ne suis pas allée. Alors, en revanche, il y a déjà quelqu'un que je connais qui a été présent à la présentation à Paris et qui est là ce soir. Mais moi, je n'étais pas là. Donc, pour moi, c'était prédestiné d'adresser finalement mes propos à des Français d'Athènes. Moi, je ne suis pas allée à Paris, et il y a Paris qui est venu chez moi, et moi, en plus, j'habite à côté, parce que je suis difficile en déplacement, donc c'était pas difficile de venir jusqu'ici.
Alors, j'espère pouvoir vous parler en français suffisamment compréhensible. Et je préfère l'écrit parce que l'oral, ça va être un peu plus difficile. Alors, je pense à Athos depuis mon enfance. Le père de ma mère était le forestier de Calavrita en 1943. Il s'était installé là-bas avec sa famille quelques ans auparavant pour qu'il exerce son métier. Et ils venaient tous d'ailleurs. Ce grand-père était pour moi une figure mythique. J'étais élevée par ma grand-mère, sa femme. Elle était toujours vêtue en noir jusqu'à sa mort. Son deuil était éternel. Pourtant, Athos le forestier, le roman, n'est pas un roman autobiographique. Certes, la famille de ma mère a subi les représailles de la Wehrmacht en décembre 1943, mais c'est moi qui en fais le récit de ces événements, et moi, je n'étais pas là, évidemment. Je n'étais même pas née à cette époque. Une catastrophe historique n'est jamais seulement individuelle. Elle est une épreuve collective. Les faits historiques dans le roman sont réels, mais ce n'est pas un roman historique non plus. Bien que tout ce qui est imaginaire ici ne trahisse point la réalité. Il était vraiment difficile d'y garder l'équilibre, c'est-à-dire rester tout près des faits et en même temps prendre la distance nécessaire afin de pouvoir dire la vérité et rendre justice, surtout. D'ailleurs, ce roman n'est sûr de rien. Il est construit par des questions. Son ambition est l'art de la question. Et si je me permets, l'art de la question. D'ailleurs, l'histoire a eu du mal à donner ses réponses concernant les bourreaux et les victimes dans les cas de représailles à Calavrita. Et la société locale de Calavrita en garde toujours, jusqu'à présent, sa propre mémoire divisée, très divisée même, toujours. En plus, paradoxalement, le roman raconte la guerre, les exécutions des civils ou des prisonniers de guerre, la guerre civile même, tout en décrivant des paysages de paix et des personnes pacifiques, innocents et même rêveurs. Est-ce la vision poétique une manière de comprendre les choses, ou bien elle sert seulement à se consoler et à pouvoir supporter des procès pour crimes de guerre et des tribulations? Bon, ça, c'est une première question générale et qui concerne justement et l'histoire et l'écriture, ou le rapport de l'histoire et de l'écriture. On pourrait quand même dire que Athos est un roman contre la guerre, un roman pacifiste. Mais comment y croire, puisque la résistance contre les nazis était une guerre juste et nécessaire? On dit le même pour la guerre civile qui l'a succédé et qui occupe une place importante à la deuxième partie du roman, qui elle aussi était une guerre juste et nécessaire, la guerre civile, puisque les ex-maquis étaient persécutés comme des animaux sauvages dans les montagnes par la droite obligatoirement victorieuse après le départ des Allemands, malgré que c'était la gauche, dans la majorité, qui a fait la résistance. Donc, autre question, les ex-résistants étaient-ils à la fois forcés de combattre de 1945 à 1949, et il me semble que oui, qu'ils étaient vraiment forcés de combattre et trompés en plus par leurs dirigeants? Enfin, une question plus facile à répondre. Donc, ce roman ne donne pas des réponses, mais expose leurs contradictions par rapport aux événements et toujours en quête de l'empreinte humaniste. Levki, le personnage principal, est né en 1955 et la petite fille de Athos, troisième génération après la guerre de Hitler, elle est tentée de porter le témoignage de son grand-père forestier qui a survécu de représailles nazies où 50 hommes civils ont été exécutés à la colline de Capi. Pourquoi ces représailles? Parce que les maquis
avait exécuté 81 soldats prisonniers allemands, enfin c'est le mobile, le prétexte, comme vous voulez, 81 soldats prisonniers allemands quelques jours auparavant. Mais comment témoigner à la place du témoin, c'est-à-dire Levki à la place du vrai témoin, que ça devrait être son grand-père. Levki semble être hanté par la commande shakespearienne. Dis-moi comment les choses se sont passées. La ville de Kalavrita est restée toujours hantée par ce double crime. Toujours, on se posait la question, à qui la faute pour le massacre des 500 hommes à la colline? Les veuves, qui sont restées vivantes dans la ville incendiée pour enterrer les cadavres, répondaient toujours, la faute est au maquis. Le témoignage de Levki ne peut être que incomplet, irréel, impossible. Bref, fragmentaire. Le fragment contient la sensation de l'histoire, tandis que les événements réels font le tribunal de l'histoire. Donc, dans le tribunal, on y cherche à punir le coupable, et c'est là la cruauté du jugement. Au contraire, dans le fragment, il y a plus de désir de vérité, de la passion de la réalité et de compréhension. Dans son roman témoignage, Levki essaye de jeter un pont tout en se sentant l'impossibilité de jeter un pont entre les lacunes, les contradictions, les creux des événements historiques et les êtres humains qui les ont vécus, qui les ont subis. Donc, mémoire et oubli, absence et présence, mort et vivant y apparaissent en termes égaux. La prose poétique, à la fois épique et lyrique, y suit un mouvement de l'intérieur à l'extérieur, plutôt vers l'intérieur, donc c'est l'expérience intérieure. Donc un fil d'une logique implicite traverse le roman par l'intermédiaire de la personne de Athos. Cette logique se confronte avec l'irrationalité de la violence nazie, comme si elle tentait cette logique de l'apprivoiser. Alors, quelle est cette irrationalité? 50 à 100 morts grecs, des civils ou otages, pour un soldat allemand mort. Mais comment apprivoiser cette terreur? Est-ce par le refus de prendre les armes? Car Athos n'est pas parti avec le maquis à la montagne. Il est un anti-héros. Pourtant, il n'est pas un simple pacifiste, ni un romantique. Il aide les partisans s'il en faut, il connaît les lieux, il les guide s'ils en ont besoin. Pourtant, dans son isolement, près de la nature, au cœur de la forêt, debout et silencieux parmi les arbres, ces arbres, il a ressenti la guerre froide qui s'approchait, les jeux du pouvoir, le partage de terres en Europe, la division fatale de son pays en gauche et droite. La Grèce de l'après-guerre était le premier, encore chaud des combats, victime de la guerre froide. Donc Athos devient l'ombre noble, une espèce de fantôme de paix qui protège la communauté des femmes survivantes, y compris les 2 femmes de sa famille, son épouse et sa fille, même après qu'elles ont quitté le lieu du crime. Mais il rejette le deuil des veuves. Ce deuil qui idéalise trop la mort et qui évoque l'adoration quasi religieuse des victimes et de l'exécution massive. Il n'est pas considéré les représailles nazies comme un acte de réparation, un rachat. Pour lui, le massacre de civils n'est pas un sacrifice expiatoire. Au nom de quel Dieu serait-il? Athos veut donner le sens au crime pur, le sens du meurtre pour le meurtre en tant d'action humaine. Il est une sorte de 3e homme, ni coupable, ni victime, ni combattant, ni indifférent à l'occupation du pays, ni de gauche, ni de droite.
Il est un homme de forêt. Il se sent assez libre pour pouvoir faire la distinction entre la morale de la mort et la justice en guerre. Ce qui veut dire qu'il demande qu'on ne tue pas des prisonniers, il enterre les cadavres de l'ennemi, que la haine lui a privé sa tombe. Et ça se faisait beaucoup pendant la guerre civile. L'histoire devrait m'apprendre a priori les événements tels qu'ils se sont produits. Mais ce n'est pas toujours le cas. Politique oblige. La littérature, dans son meilleur moment, me révèle qui je suis, là où la philosophie me montre seulement qui je ne suis pas. Par exemple, je raisonne, donc je ne suis pas un animal. Par contre, Frédéric, par exemple, le personnage de l'éducation sentimentale de Flaubert, me montre que comme un être humain, je peux aimer follement celle ou celui qu'un jour j'abandonnerai dans l'indifférence totale. Donc ça, c'est un exemple de qui sommes-nous, dans le sens de... Mais aussi la littérature nous révèle aussi comment les événements historiques auraient pu être arrivés. Elle est donc plus riche que la réalité, plus riche que l'histoire même. L'histoire traitée en littérature, et ça se fait beaucoup des 2 dernières décennies, il y a beaucoup de l'histoire dans la littérature, cesse d'être seulement des événements dans la littérature, dépasse la réalité et elle devient un lieu de drame où plusieurs destins humains individuels se croisent avec leurs rêves, leurs fantasmes, leurs peurs, leurs passions, leurs combats contre leur propre destin. Pourtant, même ce lieu littéraire de drame historique, malgré sa richesse en imaginaire et en réalité, ne serait capable de trouver des paroles pour représenter le crime inexplicable. Le défi de Levki, donc de Athos, serait plutôt de comprendre le meurtre injustifiable qui existe chez le désir humain. Cette violence aveugle de l'histoire est en même temps et le moyen d'agir pour arriver au but et le but lui-même. Donc cette violence, il me semble qu'elle est hors le sens commun du langage, ce qui m'a dirigé plutôt de chercher de recourir à des images archaïques bibliques, parce qu'il y a des références de représentation comme ça, comme les choses, on lit les histoires dans la Bible, et au silence de la nature. Alors, pour conclure, je vais vous juste parler un peu de quelques éléments qui sont de ceux qui hantent les personnages dans les romans en général. Donc, d'abord, c'est la vengeance. Un œil pour un œil laisse le monde aveugle. Athos dit « J'ai rompu avec... » Pourquoi ça te fait rire? D'ailleurs, c'est une phrase très connue de Gandhi, non? Ben oui, un œil pour un œil. Je ne l'ai pas dit parce que je crois que c'est vraiment très connu. Un œil pour un œil laisse le monde aveugle. En effet, c'est une phrase de Mahatma Gandhi, non? Mais Athos, il a dit... il dit quelque part dans le roman « J'ai rompu avec les hommes pour ne pas éprouver le désir de me venger ». Donc je pense qu'il l'a dit parce que derrière il avait cet esprit-là, le monde aveugle, avec la violence. Bon, autre chose, c'est le pardon. On ne peut pas pardonner si le coupable ne nous le demande pas, s'il ne s'humilie pas devant nous en reconnaissant sa faute.
chose qu'on voit dans le roman, l'allemand courte qui tombe au pied de Marianne pour demander pardon, mais elle ne le donne pas. Et après, elle change d'avis. Bon, autre chose, la réconciliation, elle arrive seulement grâce à la juste mémoire. Et quand on dit juste, c'est dans le sens de la justice dans la mémoire, comment les choses vraiment sont passées, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans l'histoire. Montagne, enfin des choses cachées, des choses qu'on a voulu nous cacher. Bon, la montagne, la figure de la montagne, valeur éternelle, solide, qui inspire l'élévation vers des airs atmosphériques toutes pures. Montagne, c'est le lieu de poète, lieu de maquis, lieu de vérité. La forêt, véritable sanctuaire, une cathédrale à l'état de nature. La forêt est la puissance même de la montagne, quand il la couvre comme une chevelure dense qui descend ses pentes. Une montagne chauve, en effet, est sans défense. Elle n'inspire pas beaucoup la sécurité, une montagne chauve. La forêt, donc, est salvatrice, garante de liberté et de sérénité, mais aussi dévoreuse, génératrice d'angoisse mortelle. Donc, une ambiguïté critique. Donc, la nature, elle est plus forte que l'homme qui a voulu la dominer. Elle peut nous tuer, mais aussi nous guérir. Pendant la guerre, êtres humains, nature et animaux se mettent au service et au sévice de l'histoire, avec un H majuscule. La catastrophe historique devient alors catastrophe naturelle. L'altruisme, avant-dernière chose, Levki, ça c'est une réflexion, est morte d'altruisme. L'altruisme, évidemment, ce n'est pas une cause de mort, mais c'est une privation de l'autre. Et ça fait un schéma oxymore. L'altruiste, souvent solitaire, se consacre à l'autre, au bien commun, à un devoir, oublie son propre intérêt, du moins son intérêt objectif vital. Mais les autres, au pluriel, donnent sens à sa vie. Et là où les autres, au pluriel, donnent sens à sa vie, mais sans l'autre, au singulier, l'altruiste flirterie et se consomme vite. Donc c'est ça la cause de mort, l'altruisme. Allez, dernière chose, pour conclure, parce que peut-être je parlais beaucoup, il y a aussi 3 mots-clés pour moi, guerre, poésie, solitude. Et quand j'avais 20 ans, j'avais écrit une thèse, je faisais des études en Italie, j'ai fait une thèse sur un poète d'après-guerre, Takis Sinopoulos, que plus tard j'ai publié en grec. Alors ce poète avait fait la guerre civile contre sa volonté en Grèce, en médecin militaire dans l'armée nationale, et ça l'a marqué à vie. Donc pour moi, pour lui, selon moi, la guerre a été son unique vérité, la beauté son tourmente, d'où le refuge de la poésie, et la solitude son destin. En vérité, il était très solitaire comme poète dans le paysage d'après-guerre, des poètes d'après-guerre. Et ce n'est pas par hasard qu'il a été très influencé par Albert Camus et René Char. Entre-temps, depuis 40 ans, j'y retourne constamment. Guerre, beauté, solitude. Même destin littéraire. Entre-temps, de vraies guerres continuent entre nations, entre pays, entre tribus, entre classes sociales, entre les familles, entre les couples, entre gauche et droite, entre hommes et femmes, entre religions monothéistes, et même dans la conscience de chacun. Ne vous inquiétez pas, si vous achetez le livre, vous aurez encore à lire. Oui, beaucoup. Et c'est un livre d'une économie extrême. J'ai dit beaucoup?
Non, 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 c'est pas ça que Tu as beaucoup analysé, mais pas... Au contraire, tu n'as pas dit assez. Tu n'as pas dit assez. Non, mais je pense que souvent, quand on est dans une présentation de livres... Et puis, on ne dira jamais assez. Voilà, donc quand on est dans des présentations de livres, on a l'impression qu'on dit tellement que les lecteurs ne vont plus lire parce qu'ils se disent, ben voilà, on a tout, on sait tout. Mais c'est un livre tellement riche, tellement bien fait, bien construit dans son économie de langage, d'image, de sens, etc. Et en plus, en français, il a eu une très très belle traduction par René Boucher. René Boucher était prof, il est prof à la retraite. Il était prof de grec au lycée. Ensuite, il a été professeur de grec à l'université à Paris et à Nice. Et il a fait beaucoup de traductions. Il traduit d'ailleurs toujours, même maintenant. Et il est aussi le traducteur de Yannis Kurtzakis, à qui je donne la parole maintenant. Merci beaucoup. Et de Papadiamandis, oui, j'ai pas dû... Moi aussi, Tu veux que je dise tout le... Moi aussi, je voudrais parler un mot sur René Boucher. Il a été traducteur, en effet, de Papadiamandis. Est-ce que on m'écoute? Oui, voilà. Il a traduit Papadiamandis. Il a fait 2 thèses sur Papadiamandis. Il était professeur de grec ancien d'abord, au lycée. Et ensuite, il a bifurqué vers le grec moderne, au Langso. Il a fait sa thèse sur Papadiamandis. Il a traduit Byzinos. Il a traduit beaucoup d'auteurs grecs. Et vraiment, c'est une très belle traduction, celle de Maria. Voilà. Alors, je vous remercie. Je remercie beaucoup Lexi Rovolion, Odile Breillet, ma grande amie, Yannis, mon grand ami, Diamandis, tout le monde. C'est un lieu vraiment très, très accueillant. Je me sens chez moi, ici. Et donc, je vous demande votre patience, votre indulgence. Je vais lire pas mal de passages du livre et je commencerai par une lecture. J'espère que je ne vous fatiguerai pas trop. Voilà. Par ailleurs, il y a pas mal de citations qui sont, comment dire, mon texte est farci de citations. Alors, je ne pourrais pas dire toujours début de citation, fin de citation. Je ferai des petits signes, mais vous comprendrez aussi au ton de la voix, peut-être. Que ce n'est pas tout de moi, c'est aussi de Maria. Voilà. Alors, je commence par Maria, justement. Dans ma région, sur les hautes montagnes des Britannies, on dit que la parole humaine de l'oiseau est la voix du mort à qui on a fait du bien. Est-ce qu'il existe un oiseau qui parle comme un être humain? Les paysans sur les hauteurs, les montagnards qui se trouvent plus près du ciel vivent peu de choses dans leur vie enclose. Mais la nature, avec son horizon ouvert, leur donne une dimension prodigieuse quand ils racontent leurs histoires de terre et de labeur le soir au coin du feu. Leurs récits deviennent surnaturels et prennent tous du sens, 3 fois plus de sens, qu'ils restent rationnels et concevables ou qu'ils deviennent obscurs, inexplicables, remplis de peur et de passion. Ils soulagent ainsi ceux qui les disent. Dans les grandes villes, au contraire, il se passe tant de choses qu'elles n'ont pas le temps d'acquérir du sens. Le bruit et la précipitation recouvrent les silences. On ne peut y entendre des oiseaux à voix humaine. Qui en a la patience? D'ailleurs, même les morts dans les cimetières sont enterrés à la va-vite, machinalement, sans attention superflue, et aussitôt oubliés. Écoutez cette voix, dont la sérénité laisse deviner une tension sourde, secrète. Elle vient d'un ailleurs, du fond du silence qui règne au cœur de la forêt, dans laquelle l'homme qui parle ainsi, Athos, le héros du roman, reconnaît ses meilleurs amis, les arbres. Mais elle parle également de nous, qui vivons dans le bruit et la précipitation des villes, incapables d'entendre ce que nous disent les morts. Et elle nous rappelle qu'en tant qu'êtres mortels, qui naissons et disparaissons, telles des générations de feuilles, pour me rappeler d'Homère, nous sommes aussi des enfants de la forêt. Je cite encore. Personne n'entre dans la forêt pour la première fois. Tous les hommes ont le sentiment qu'en des temps anciens,
avant que leur espèce ne prenne la forme d'un corps animal qui se termine par 2 jambes leur permettant de marcher, leur antique corps végétal poussait dans la terre grâce à d'invisibles racines, et que dans son insouciante immobilité, il se nourrissait des eaux souterraines. L'eau est le destin commun de tout ce qui bouge et de tout ce qui reste immobile, les hommes comme les arbres, telle origine, telle destinée. Si tu n'as pas ce qui t'a donné la vie, tu meurs. Si au contraire tu en as plus qu'il n'en faut, tu te noies. Si une énorme sécheresse s'étend sur notre planète, elle détruira le règne végétal et le règne animal, et ne resteront plus debout que les œuvres de l'homme, ce qu'il aura bâti avec d'autres matériaux, des maisons, des ponts, des routes, des immeubles, des églises, inutiles et solitaires vestiges de la civilisation de l'eau. Et si les mers débordent, si les glaces de l'Arctique se mettent à fondre, tout sera enseveli sous les eaux glacées des océans. Roman écologique, si vous voulez, mais loin de la rhétorique médiatique et politicienne, dans le sens premier du mot fondateur économie, littéralement loi, nomos, de la maison, ikos. Or, ce livre est une quête de la loi juste de notre maison, juste au sens de justice, qui se confond aujourd'hui, cette maison, avec la terre entière. 3 pages plus loin, c'est le choc. Écoutez. Moi, Athos, forestier de Calavrita, époux de Marianthi, père de Margarita et de Janus, moi que les Allemands ont tué à 33 ans en me donnant le coup de grâce pendant les représailles de 1943, maintenant que je suis âgé, j'ai décidé de parler. L'événement, vous l'avez entendu, l'événement évoqué est réel, historique. Le massacre de tous les habitants de sexe masculin de la ville de Calavrita, perpétré par les occupants nazis le 13 décembre 1943, en représailles de l'exécution sommaire de 80, tu as dit 80 prisonniers. Moi, j'avais écrit 53, je ne sais pas comment j'avais écrit. J'ai lu 77. Oui, oui. Tu disais c'était 78 avec 3 autres qui étaient... Un Allemand pour 50 Grecs, quelque chose comme ça, tu as dit, non? Ah oui, oui. Enfin, 50 l'exécution sommaire de 77 ou 80 prisonniers allemands par les résistants grecs. Et le personnage, vous l'avez aussi entendu, a lui aussi existé. A-t-il été tué? A-t-il survécu? Oublions la question. Si sa substance a été nourrie d'un homme en chair et en os, il est désormais un personnage romanesque avec son existence autonome. Le roman n'est pas autobiographique, ni même historique. Maria vient de nous le dire. Nous sommes en face d'un être qui a vécu l'expérience unique de sa propre mort et qui reçoit une nouvelle vie pour témoigner et rendre justice, dit encore Maria, semblant parler d'outre-tombe. Témoigner de ses rêves vécus au milieu de la nature, de sa maison dans la forêt, et rendre justice pour les crimes commis par les uns et par les autres pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile grecque de 1946 à 1949. D'ailleurs, dit Athos, je parle pour faire plaisir à Lefki, sa petite fille et première narratrice du livre. Nouveau coup de théâtre. Moi, je parle, Lefki écrit. Et Lefki lui répond en écho. Athos, c'est moi. C'est moi qui ai survécu au massacre. Je parle de ma mort. Pour moi, le passé n'est pas de l'histoire. C'est ma vie présente. Et encore, la balle était pour moi. Je ne m'appelle pas Lefki, je m'appelle Athos. Soudain, la frontière entre la vie et la mort est abolie. Et ce n'est pas un artifice littéraire, c'est la vérité romanesque la plus profonde. Un être disparu peut revivre dans une autre personne qui éprouve simultanément, au très fond d'elle-même, la mort et la résurrection du défunt. Pas simplement pour en faire un récit, mais pour transmettre ce vécu bouleversant à nous autres lecteurs qui portons nous aussi nos morts, dont quelques-uns ont péri du fait de la sauvagerie ou de l'injustice de leurs semblables. Car Athos a transmis à Lefki le plus précieux de lui-même. Il lui a appris que les arbres et les rochers lui enseigneraient plus de choses que les professeurs d'université et même que les livres, que le silence contient toutes les réponses et que le monde
finit par trouver une harmonie pour qui peut voir que derrière elle, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de larmes, de morts indignes, de trahison, du labeur, de la sueur. Drame de la nature, drame historique et drame existentiel sont donc indissolublement liés. Et ils sont narrés également par l'épouse, la fille et même l'arrière-petite-fille d'Athos, qui prend le relais après la mort de Lefty. Par d'autres voies encore, Kurt, le déserteur allemand auquel Athos accorde l'hospitalité, Inge Brahms, la dame allemande qui après la guerre vient au secours des femmes de Calavrita, j'en passe. Dans ce roman polyphonique, chacun expose sa vérité personnelle, la vérité ultime restant, elle, en suspens, puisque, comme l'écrit Mikhail Bakhtin, le dernier mot sur le monde n'a pas encore été dit et ne sera jamais dit. Voici donc Athos, qui après le massacre se réfugie dans la forêt pour rester, dit-il, près du lieu du crime, le seul qui s'en souvient. Si Marianne fit sa femme, comme tant d'autres femmes de Calavrita, vieillit dans la haine aussi bien des Allemands que des maquisards qui ont été à l'origine du drame, Athos n'a d'autre voie que sa profonde solitude. Solitude pourtant féconde, philanthrope, pacifiste, refusant de porter les armes pour faire comme d'autres la guerre, par haine, par devoir, pour échapper à un sentiment d'inexistence. Il se bat avec la nature, qui n'est pas, dit-il, un ennemi extérieur, puisqu'il la porte en lui. Il l'apprivoise, la désarme, éprouve une admiration sans borne pour sa barbarie qui renferme bienfaisance, fécondité, renaissance. Pour lui, dans la nature, l'humiliation n'existe pas comme chez les hommes. Et si la violence peut s'expliquer en son sein, dans la vie des hommes, elle est source d'absurdité. C'est pourquoi il a rompu avec eux pour ne pas avoir le désir de se venger. Je répète une phrase que vient de citer Maria. Certes, il reconnaît le juste combat des résistants contre l'occupant, puis celui des partisans de gauche qui, après s'être vaillamment battus contre les nazis, sont traqués comme des bêtes féroces par la droite grecque. Mais il condamne rigoureusement l'exécution des prisonniers allemands et plus tard la haine que les maquisards nourrissent contre leurs compatriotes de l'autre camp. « Je suis avec vous », leur dit-il aux maquisards, mais aux partisans plutôt. Mais j'ai d'autres outils pour mon combat. Et encore, on ne fusille pas des prisonniers de guerre. Les gens de droite se vengent en vainqueurs. Ils appliquent la loi du plus fort. Les partisans devraient faire une guerre d'honneur par-delà la victoire et la défaite. Ils ne doivent pas se venger. Ils doivent réprimer leur intolérance, montrer où est la justice. En revanche, quand les forces de droite exécutent 4 citoyens accusés de collaboration avec les partisans, interdisant à leurs parents de leur donner une sépulture, c'est lui, Athos, qui, en compagnie de Kurt, ensevelit les corps. Comment ne pas évoquer Antigone et sa réplique sublime à Créon. Je ne suis pas né pour partager la haine, mais l'amour. Vous voulez changer le monde ? Demande Athos aux partisans. Moi, je veux que ce soit l'homme qui change. L'homme seul, en tant qu'individu, face à lui-même. Et cela se juge à son attitude à l'égard des animaux et de la nature. Quand on respecte un arbre ou un chien, plus que l'étendard du parti, alors on peut apporter davantage à l'humanité que des milliers de manifestants fanatisés qui font flotter en criant des slogans un chiffon rouge orné de la faucille et du marteau. On comprend le sens de sa solitude quand il affirme « En tant que solitaire, je serai plus solidaire avec mes compatriotes ». Je me rappelle de Camus, dans l'œuvre duquel ce motif résonne obstinément. En pensant à Athos, qui se tient au milieu de deux camps ennemis, tout en restant au-dessus de la mêlée, pour indiquer par sa sérénité et sa sagesse le chemin de la justice, a surgi en moi l'image d'une statue. Apollon, sur le fronton du temple de Zeus à Olympie, se tenant lui aussi, avec un calme extraordinaire, au centre du combat acharné des centaures contre les Lapites, comme pour rétablir l'équilibre et annoncer une catharsis. Puis, je suis tombé
sur une phrase d'Ioulia Limberopoulou, qui est parmi nous ce soir. Elle écrit qu'Athos fonctionne comme un point fixe au milieu de la tempête, équilibrant magiquement le tout. Cette convergence de nos regards montre bien le magnétisme qu'exerce ce personnage. Je dis au début que ce roman, sur un fait historique, est au cœur de notre présent. En témoigne la scène où Athos apparaît pour la première fois après 55 ans à Calavrita le 13 décembre 1998, jour anniversaire du massacre, et s'adresse à ses concitoyens non pas pour commémorer ce drame, mais pour évoquer le meurtre récent d'un jeune migrant albanais retrouvé mort dans la neige. Voici ce qu'il leur dit. « Je ne suis pas venu vous parler des Turcs et des Allemands qui autrefois ont mis la Grèce à feu et à sang, mais d'une barque qui aujourd'hui conduit ses passagers à la mort. Ces barques vont être de plus en plus nombreuses. Oubliez les représailles allemandes. Souciez-vous du dernier crime, car si vous ne commémorez que l'ancien, vous n'aurez plus ni yeux ni oreilles pour vous inquiéter du nouveau, pour animer votre volonté d'empêcher qu'il ne se répète. » Pour Athos, le rappel du passé ne sert à rien s'il ne nous rend pas conscients des horreurs du présent qui perpétuent le cercle infernal du mal dans l'indifférence. Or, dit-il, l'indifférence au bien commun est la faute la plus grave. Il y aurait tant à dire sur la spécificité de chacune des voix de ce roman polyphonique. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous lirez, comme sur la fidélité scrupuleuse de son auteur aux faits historiques. Je préfère m'en tenir à sa qualité inséparablement esthétique et éthique. Comme la forêt chère à Athos s'enracine dans le sol de la nature, de même ce roman a des racines profondes dans la culture, à commencer par la culture grecque. J'en vois principalement deux, la tragédie et le mythe. Je regrette de ne pas parler de la poésie qui est très importante aussi. La tragédie et le mythe, donc. L'esprit tragique traverse le livre d'un bout à l'autre, puisqu'ici s'affrontent sans arrêt deux parties opposées qui peuvent avoir raison et tort en même temps, comme dit Marie-Amphi. C'est la définition même de la tragédie donnée par Camus. Ce n'est nullement un hasard si, dans la dernière partie du roman, Iocasti évoque trois figures emblématiques de la tragédie attique. Antigone, cette incarnation inoubliable de l'amour fraternel et plus généralement humain. Électre, qui arrête le temps pour vivre avec les morts et les absents. Et surtout, son homonyme, Jocaste, qui dans les Phéniciennes exhorte son fils Éthéocle à partager justement avec justice le pouvoir avec son frère, le sommant de montrer du respect pour l'égalité qui lie pour toujours l'ami avec l'ami, les cités avec les cités, les alliés avec les alliés, voire la lumière du soleil et l'obscurité de la nuit, lesquelles sont, disait Levki, sœurs. Et ce n'est pas non plus un hasard si ces figures sont des femmes, ni surtout que le regard porté tout au long du roman sur Athos est essentiellement féminin. Je rappelle que les quatre narratrices principales sont des femmes. Je ne dis pas féministe, mais bel et bien un regard féminin, ce qui signifie pour moi le plus profondément humain. Je songe d'abord à Levki, qui, au dire de sa fille, s'est tenu à l'écart des slogans tonitruants sur l'éternel conflit entre le masculin et le féminin, voyant dans les hommes, elle, des compagnons de route et des âmes sœurs, même lorsqu'il s'agissait de figures paternelles, jamais des concurrents. Quant à la présence constante du mythe, elle répond, loin de tout souci d'exotisme, à la nécessité intérieure d'une romancière grecque de nos jours de lier solidement le monde réel, dans toute sa beauté et son horreur, à un au-delà de l'expérience sensible et jusqu'au royaume des morts. Dans ce roman où les arbres se révèlent les premiers êtres vivants, il est tout naturel que les oiseaux parlent avec la voix des humains, qui plus est avec celle des morts, que les montagnes dialoguent entre elles, comme dans nos chansons populaires, que ce soit la lune qui, après la mort des leurs, montre aux trois femmes survivantes le rocher d'où elles apercevront Marianthi et Athos métamorphosés en un arbre avec deux troncs jumeaux.
ou qu'ils finissent par découvrir que la tombe béante de ceux-ci est vide, comme celle du Christ après sa résurrection. La métaphysique est devenue physique, disait Solomos. Et à mon sens, l'inverse est tout aussi vrai. Ce roman le montre clairement. À la fin du livre, les frontières entre la réalité et la fiction se brouillent de nouveau. Iocaste se demande encore si Athos a survécu, ou même s'il a existé, si je me rappelle. Il se demande s'il a existé, non? Même ça. Ou si Lefki a voulu conserver dans son récit, s'il a survécu en tout cas, le secret de la mort de son père. Puis, elle croise sur son chemin un vieillard étranger en qui elle a l'impression de reconnaître Kurt, l'ami allemand d'Athos. Mais est-ce vraiment Kurt? Est-ce un autre Kurt? Est-il réel? Est-il de papier? Qui es-tu? Lui crie-t-elle. Es-tu Kurt, l'ami d'Athos? Moi, je suis Iocaste, la fille de Lefki. Je suis réelle. Mais où est la réalité? Iocaste est-elle plus réelle que Kurt? N'est-elle pas aussi, comme Lefki, un personnage de fiction? Tous ici sont fictifs, et pourtant singulièrement vivants, comme tout personnage romanesque méritant ce qualificatif. D'ailleurs, Lefki n'est-elle pas en même temps l'alter ego d'Athos, le forestier, en tant que personnage du roman, et celui de Maria Stefanopoulou, qui se trouve en ce moment à mes côtés, et qui a fait de la forêt d'Athos sa cathédrale personnelle? L'art du roman vaudrait bien peu de choses s'il n'était pas nourri du plus intime, du plus intense de nos vies. Finalement, chacun de nous ne porte-t-il pas en lui un personnage romanesque potentiel? Il me reste à vous remercier de votre patience, et surtout à remercier Maria, au nom de tous ces lecteurs et de ces lectrices qui ont reconnu dans ce livre ce qu'il y a en eux et en elles de meilleur, jusque dans la part la plus obscure de leur être. Merci. Merci Yanis de ce beau texte et de cette belle présentation. Et je donne la parole maintenant à Ariel Lasser. Bonsoir. Je ne veux pas être très longue. Et flattée par l'invitation, j'ai accepté avec plaisir d'intervenir, parler sur un livre que je n'avais pas lu auparavant. J'avais déjà entendu des mots très favorables sur le forestier d'Athos. Je savais que Maronite, un intellectuel très sévère et difficile, disons, avait été séduit par ce livre. Je savais aussi qu'il s'agissait des massacres des hommes de Kalavrita par les Allemands pendant la guerre. C'est tout ce que je savais. Et j'ai lu ce roman en grec et en vitesse un peu en français. Ça m'a intéressé de tous les points de vue. On peut l'appeler un roman, mais c'est aussi un essai philosophique, un texte politique, historique aussi. Bref, appelons-le roman, parce que bien qu'inspiré par la réalité historique, c'est une fiction, c'est une construction. Et dans ce roman, j'ai reconnu aussi, j'ai reconnu une démarche très proche à la démarche psychanalytique, ou c'est moi qui est complètement déformé par ma profession. Et je vois partout ce que je veux voir. Le forestier, la forêt, déjà sur la couverture du livre, avant d'entreprendre la lecture, me donne des associations, des images. Ce sont les forêts de Pologne, comme on les a vues dans les films de Lanzmann, lieu d'autres massacres collectifs. Et encore, dès la première page, l'allusion aux arbres qui marchent et qui me font penser à la fameuse phrase de George Steiner, l'humaniste universel. On lui demande à parler sur l'enracinement, nos racines et tout ça. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire terrible d'enracinement? Si les arbres ont des racines, moi j'ai des jambes. Et c'est un progrès immense, croyez-moi. C'est à cela que je dois ma vie. Donc un livre qui te permet d'associer dès que tu le prends dans tes mains, c'est déjà un livre promettant. Alors je l'ai lu, comme je vous ai dit, en français et en grec surtout, un peu en français. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur la forme, sur l'écriture,
sur le contenu, sur les idées développées, très riches, très complexes. Et évidemment, je vais me limiter à quelques-unes. Je sens que je dois être très attentif pour ne pas simplifier les choses en leur donnant des titres ou des noms, comme trauma collectif, transgénérationnel, des choses comme ça. J'aime pas la terminologie, même si elle peut être très utile parfois. Et ce livre est vraiment très complexifié, comme Complexe est la vie, et que j'aurais presque voulu vous le présenter sans avoir à parler. Mais bon, je parle quand même. J'ai dit qu'il s'agit d'un roman. J'ai parlé de construction, un terme qui apparaît aussi comme un concept psychanalytique. Comme psychanalyse, la construction, en gros, je vous le dis comme ça, schématiquement, c'est une vérité présentée comme réelle. C'est une hypothèse qui se veut véritable. Ce n'est pas un vécu palpable, mais une construction du vécu. Donc il y a déjà un écart avec l'expérience, et ça c'est important. Dans ce livre alors, c'est à travers l'histoire de ce forestier étranger à Kalavryta, sans propriété ni lien. Il vient de Karpenici et il s'installe au village, aux forêts, en 1939, peu avant la guerre. Donc c'est l'histoire de lui et l'histoire de chacun des membres de sa famille, en 4 générations, et de son entourage, et qui parle de l'événement crucial du massacre. Il parle, il élabore, il est repris, étudié de tous les côtés. Vivants et non-vivants, ils reprennent chacun une voix. Et ils nous offrent chacun une version de la réalité collective et individuelle. Les choses pourtant évoluent, mêlées aux événements de la vie. Et je veux dire de la vie après le massacre, de la survie, si on pourrait dire. Et toutes les questions des survivants, ceux de Kalavryta ou des Juifs dans une autre tragédie, réapparaissent et se discutent. Le survivant, on le sait, c'est une personne en partie non vivant. Il porte en lui des morts. Il est à la fois un témoin. Donc, on l'a déjà dit, le 13 décembre 1943, 499 hommes, donc 500 presque, garçons et adultes, ont été massacrés par les soldats de Wehrmacht dans une colline de Kalavryta comme un acte de représailles à l'exécution par la résistance de 77 prisonniers allemands. On a nommé cet événement l'Holocauste de Kalavryta, avec toute la connotation que ce mot contient. Dans le livre, des informations historiques, y compris des personnages qui ont existé, comme certains colonels de la résistance ou d'autres personnes, coexistent avec des personnages inventés ou semi-inventés. Les morts sont transformés en arbres, dans un anthropomorphisme qui cohabite avec le déroulement des narrations, sans choquer le lecteur, sans aucun élément de métaphysique. Les morts sont là, ils respirent à travers les arbres. Les arbres de la forêt donnent aux morts une deuxième occasion de vivre, on pourrait dire. Ou plutôt, ils donnent aux survivants, une occasion de se séparer d'eux sans les abandonner. Notre héros principal, Athos, on le sait dès le début, il fait partie des morts. Là, j'ai vu de tous les côtés d'autres perceptions de la réalité, et ça c'est intéressant. Donc moi, j'ai lu le roman comme si Athos faisait partie des morts. Mais on l'oublie très vite en lisant. Marie arrive, dans mon cas en moins, lectrice naïve peut-être, ou psychanalyste avec mon écoute un peu distraite, elle arrive à me faire oublier la mort de Athos. Et à la fin, en relisant le livre et en regardant de nouveau, j'ai réalisé que ça a été 10 000 fois qu'il était mort. Mais moi, non. Je n'étais pas prête de le laisser partir. Comme ça, j'ai eu l'occasion et le temps de le connaître et je la remercie pour ça. Athos, cet étranger, va bientôt rencontrer un autre étranger, son double, un Allemand anti-nazi, un déserteur. Kurt apparaît dès le début comme un sourd-muet, jusqu'à ce qu'il retrouve lui aussi sa voix. Athos alors vit dans les autres, et surtout chez les filles, sa petite fille, fille de sa fille unique Marguerite.
Parce que comme Marguerite, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour ne pas le laisser vivre en elle. Elle a eu un deuil très lourd. C'est Levki qui a repris le relais. Donc, c'est Levki qui dit Athos et moi. C'est Athos dont le corps n'a pas été retrouvé parmi les morts. Voilà, l'ambiguïté de nouveau. On ne sait pas, il est mort, il n'est pas mort. Alors Athos est aussi un passeur dans le roman. Un passeur de la mort à la vie, ou le contraire. Un solitaire, un pacifiste en pleine guerre. Un homme qui n'appartient qu'à lui-même. Un homme idéal. Il nous permet par sa présence littéraire de penser que les choses auraient pu se passer autrement. Si par exemple, les chefs de la résistance n'auraient pas tué les prisonniers allemands. Pas seulement pour éviter les représailles, mais surtout parce qu'on ne tue pas un prisonnier, par esprit de justice. Athos existe aussi dans l'oubli et le silence, l'aphasie du personnage même, et l'amnésie, la perte de la mémoire. Il est en quelque sorte conservé, immobilisé, jusqu'à ce qu'un nouveau coup le traumatise, en permettant au premier événement, au massacre, d'apparaître. Parce que le premier coup est intraitable, insupportable. Ensuite, il y a la guerre civile qui a brouillé les pistes, dont les deux nouveaux camps qui ont été formés, et apporté la confusion. Elle a réinstallé la violence, et le dégel de la neige allait prendre du temps. Mais il y a un moment où le silence s'efface, se tait, j'aurais envie de dire, et les bouches s'ouvrent. Mais pour raconter, il faut reculer, regresser, retrouver des traces. Vous voyez, le parallèle avec la psychanalyse, pour moi, est plus qu'évident. La complexité aussi. D'ailleurs, on sait bien que Freud s'est souvent inspiré beaucoup plus de la littérature que de la clinique. Donc il faut un temps pour l'oubli, il faut un temps pour que les choses s'apaisent dans l'oubli, un temps pour la mémoire, disait Jacques Assoun. La mémoire a besoin de l'oubli. L'oubli, écrit Maria, je ne sais pas sous quel nom, Levki ou l'autre, Marianthi, enfin, même c'est Maria toujours, permet de contrôler la mémoire. Plus clinique, tu meurs. La métaphore de l'arbre évolue dans les pages. Elle représente la survivance, le fait de rester debout malgré la mort. Ça permet de garder la mémoire des morts, un arbre pour chacun. On plante des arbres pour mémoriser les morts. Les arbres plantés sur la colline de l'exécution forment une forêt qui est comme une société. Ils se lient entre eux. Ça m'a fait beaucoup penser aux travaux d'Edvard Vassar sur les lieux de mémoire. Mais la mémorisation est en même temps une affaire individuelle. Et les rituels, il faut les retrouver à chaque fois et les personnifier. Pour rompre le silence, il faut alors un deuxième coup. Il ne fait pas beaucoup. Une mine qui éclate pendant la guerre civile et que les choses se remettent en route, se dégèlent. Évidemment, l'idée de donner voix à un mort, le faire revivre, éveille la culpabilité aussi, vis-à-vis à tous ceux qui sont restés morts à vie, je dirais. Les questions philosopho-éthiques se posent avec une précision émouvante dans le livre. Pour moi, elles sont tellement riches que je ne pourrais pas les reprendre. Bon, je cite juste une phrase comme ça pour vous montrer la guerre n'est pas seulement des Aztèques primitifs, c'est un art. C'est un livre que je trouve très courageux, même avant-gardeux, parce que toutes les questions possibles sont posées, sans réserve ni tabou. Et surtout, sans les tabous de la gauche sacro-sainte que nous avons tant idéalisée dans notre jeunesse. Elle dit à un moment donné, de quelle liberté rêve la gauche? Ou à un moment donné, la résistance Aspa, dans son monologue, elle dit, ma confiance à la lutte politique a été ébranlée. Tout ça, c'est la guerre civile. Et Athos, à conclure, moi je veux que l'homme change vis-à-vis à lui-même.
Et aussi, Maria, à un moment donné, elle dit, dans un autre passage, ce qu'il faut garder de l'idéologie de la gauche, de la résistance, était sa participation à la lutte contre le fascisme. Pour le reste, donc j'ai l'impression aussi que l'écrivain règle ses comptes avec le siècle passé, le siècle des révolutions. Et notre jeunesse, évidemment. Bon. On vient du siècle passé, malheureusement. Mais il n'y a pas de parti pris dans le livre. Tous les conflits idéologiques et éthiques sont présents. Elle dit à un moment donné, pour celui qui veut réfléchir, le droit et le non-droit vont ensemble. Je trouve cette phrase géniale. Passons un peu aux 4 générations. En vitesse, je vais reprendre un peu le cours de ces générations. La première génération, celle de Margarita, la fille de Athos, veut vivre le présent, veut oublier. Mais elle ne peut pas vivre son histoire. Elle est comme si elle n'avait rien vécu. Après la mort de son mari précoce, elle aussi, elle sombre dans la solitude. Levki, sa fille, vit à sa place, à la place de sa mère, ce qu'elle ne peut pas vivre. Elle garde en elle, elle s'identifie à Athos. Elle non plus ne vit pas sa vie. Presque, parce que c'est jamais total tout ça. Elle vit la vie d'un autre, ou la mort d'un autre. Mais pourtant les choses bougent en elle. Elle fait un rêve significatif. Et puis il y a l'histoire de ce jeune garçon, Marcelo, le jeune Albanais, le drame de ce garçon. Une répétition qui peut être vécue aussi comme un crime tout neuf, qui permet de prendre distance avec le passé, avec le massacre. Levki, c'est notre génération, je crois. Bon, elle est un peu plus âgée que moi, que nous. 3 ans, quelque chose comme ça. Si elle a 20 ans, 1975. Yogast, sa fille, c'est nos enfants. Levki, avec les autres femmes de la famille, enterrent leur mère. La grande-mère de la famille, Marianthi, la femme de Athos. Elle arrive enfin à enterrer aussi son père, quand Jocasta, le témoin, sa fille à elle, lui dit « Alors c'est toi, Athos ». À ce moment précis, Levki n'est plus Athos. Elle devient la mère de sa fille. Elle trouve sa place dans la lignée et Jocasta la sienne. Elle est libre à mourir. Elle meurt un peu plus tard. Jocasta va sortir de l'ombre protecteur et elle va pouvoir rompre avec sa destinée inscrite sur son nom. Elle sera plus libre que les générations précédentes. Merci. J'ai vu que j'avais encore une page et que j'avais oublié, mais je ne pense pas que je dis quelque chose d'extrêmement important. Oh, je dis un petit mot aussi, oui, que à la fin, il y a une petite paragraphe. Je pense que Maria, dans ce travail, parce que c'est un roman, mais c'est un travail, c'est une étude, met en route toutes les ressources possibles, de la haine jusqu'au pardon, pour faire la mort marcher, avancer vers la vie, pour faire les arbres marcher. Et là, je reviens à la phrase que j'aime beaucoup de George Steiner, que j'ai dit au début. Et à un moment donné, elle avance cette idée freudienne qu'après tout, qu'est-ce qu'elle dit? Après tout, les crimes de la guerre sont des actes humains, que l'humain peut être aussi un assassin, que l'homme est un loup pour l'homme. Et pourtant, elle continue à travailler, à chercher dans l'histoire, dans l'âme humaine, dans la nature, partout, des significations pour ouvrir le chemin de la vie. Parce que l'homme, il n'est pas seulement un loup pour l'autre homme, il est aussi quelqu'un qui est condamné à rechercher du sens. Voilà. Oui. Peut-être on pourra avoir quelqu'un qui aimerait poser une question ou parler de quelque chose. Voilà. Alors,
pour pas trop m'embrouiller, j'ai écrit ce que je voulais dire. Ça nous prendra 2 minutes. Alors, je remercie tout le monde et surtout Maria d'avoir écrit ce livre qui m'a vraiment comblée. L'acte de la lecture met en jeu plusieurs paramètres. Celui de la forme et du contenu, de l'esthétique, et si on se réfère à la langue, et de tout un ensemble de signes qui constituent le champ de l'écrit. L'ouvrage de Maria Stefanopoulou est magistral, pour moi, en ce sens qu'il recouvre tous les domaines de l'écriture où forme et fond se confondent pour créer un univers à part entière sur un sujet sensible de l'histoire de la Grèce récente, de la Grèce contemporaine, puisque la guerre civile et ses résonances sont encore bien là, dont la crise que notre pays a traversée et traverse encore démontre l'amplitude, que bien des plaies doivent encore trouver le moyen de se fermer ou de se canaliser. Ariella Asser s'est référée à toutes ces questions, au traumatisme, à ces 3 générations de femmes qui, à l'instar du personnage central Athos, tentent de se réconcilier ou du moins de vivre avec le passé encore bien présent dans leur vie. La résurrection de Athos à travers les voix, la polyphonie dont a parlé M. Katsourakis, à travers les voix, la résurrection d'Athos à travers la voix de la narratrice fait renaître le passé dans une tentative de métapensée, d'acceptation et de résilience où femmes et hommes sont des anti-héros, comme a dit Maria. Il y a peu de livres qui m'ont à ce point comblé, car cet ouvrage est lumineux malgré les terribles événements qu'il retrace, un phare devant nous montrer le chemin dans la forêt, le parcours de notre passage dans ce monde, dans une perspective moins violente, plus conciliante. Outre sa qualité poétique, ce livre a une valeur humaniste et nous fait sentir le travail de l'élaboration du passé, comme a dit Ariel, le travail qui consiste à rompre le silence et dire à haute voix ce qui nous a profondément marqués. Comme un cri à la différence, Athos, le forestier, pourrait en ce sens être notre guide, ainsi que tous les personnages féminins du livre, pour un futur plus pensé et moins à fleur de peau. Enfin, je pense que cet ouvrage devrait faire l'objet d'un prix de paix des libraires, comme par exemple le prix décerné par l'Association des libraires allemands, qui est décerné chaque année depuis 1950 à une personnalité qui, par son activité littéraire, scientifique ou artistique, a servi de manière significative la progression des idées pacifistes. Concernant les libraires, je voulais dire que le livre a été réimprimé en 2 mois après sa première édition en France. Donc c'était extra. Et ça, c'était surtout parce que les libraires ont beaucoup aimé. Donc ils ont bien vendu. Et ils ont aussi écrit des critiques. Les libraires ont écrit des critiques qui ont été ajoutées sur la seconde édition du livre. C'est quelles éditions ? Cambourakis. Les éditions Cambourakis à Paris. Voilà, j'ai été très très heureuse d'assister à cette exposition et à cette analyse. J'ai lu le livre de Maria en français et en grec et je l'ai conseillé aux Français et aux Grecs aussi. J'ai même acheté en cadeau de Noël le livre en grec. Voilà. Et je pense que les analyses ont été très complétives. Moi, j'ai surtout retenu à travers une prose poétique de Maria cette introspection qu'elle faisait et cette pour la vie humaine, la naissance, les sentiments profonds de l'être humain, comme si elle rentrait dans les viscères de l'homme.
Et ça m'a profondément bouleversée. J'ai aussi constaté que c'était un plaidoyer pour la nature et un plaidoyer contre la violence. Et que la nature, finalement, c'était comme la forêt d'Athos, c'est un endroit de refuge pour les êtres vivants, aussi bien animaux que hommes. Ils sont protégés par la nature les sauve aussi de leur désespoir. Et j'ai trouvé que c'était un hymne à la cohabitation, enfin, de l'homme et de la nature. Un hymne à la nature. Ensuite, pour l'histoire elle-même, pouvait être réelle, fictive aussi, puisque les êtres non pas tous étaient réels. Il y a eu il y a eu un, comment exprimer ça, une description du héros et de la victime. Tantôt le héros devient victime, tantôt la victime devient héros. Il y a ce désir aussi de combat pour la vie. La guerre est aussi un combat pour la vie. Et j'ai terminé par le fait du partage entre les différentes sociétés, les différents peuples, le partage entre hommes et non pas l'humiliation d'un homme à un autre homme. Voilà. Et ça m'a profondément, profondément ému, d'autant que le problème d'Athos, mort-vivant, est un thème qui me concerne personnellement, parce que j'ai été morte, ressuscitée. Voilà, j'ai eu un accident très très jeune, à l'âge de 20 ans. J'étais presque, enfin on a dit que je serais tétraplégique, et finalement je me suis remise de cet accident et je suis vivante. Donc mon combat a continué aussi pour la vie. Voilà. Alors voilà, j'ai été fascinée de ces très beaux exposés autour du livre. Je voulais juste poser une très courte question à Maria parce que j'ai bien envie de l'entendre de nouveau. Je ne sais pas ce qu'elle voudrait nous dire par rapport à la gestation de ce livre. Sûrement c'était une longue histoire pour toi par rapport à la façon dont tu t'es sentie après. Enfin, d'entendre un peu sur ta relation personnelle. Oui, c'était une longue histoire. Enfin, je l'ai portée depuis longtemps. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est la distance que j'avais par rapport aux événements et par rapport à cette ville-là, parce que ma famille, cette partie de ma famille qui la concerne, n'était pas de Calavrita. Donc, ça, parce que les gens, j'ai constaté que les gens de Calavrita, ils n'aiment pas poser des questions sur cette histoire. Ils préfèrent avoir un Christ tous les 13 décembre de 1943 et de porter ce Christ sur le monument et faire tout le rituel et la commémoration.
Mais derrière ça, il n'y a pas de... Il n'y a même pas la compréhension de comment ça s'est passé l'histoire. Donc ça, déjà, tous ces habitants... Et j'avoue qu'on a eu des échos comme quoi le roman a été mal reçu à Calavrita, par une partie de Calavrita. De l'autre côté, il y a eu des personnes qui ont donné ce roman au musée et ils ont même mis à côté de nom de mon grand-père, ils ont mis l'histoire du roman. Et on les a plusieurs fois, enfin 3 fois avertis que c'est un roman et c'est pas l'histoire, c'est pas de l'histoire. Mais ils le gardent comme ça, comme si le témoignage, le vrai témoignage pour quelqu'un qui était... Bon, de toute façon, je pense que cette distance, je crois que tu en as parlé de distance, non? Si on a de la distance par rapport à un événement, on peut mieux voir, on peut mieux comprendre la chose. Si on est dedans, on ne peut pas. Si on vit dans la même ville, on commémore tous les ans, on va à l'église, on parle des victimes et des martyrs et des choses comme ça. Il n'y a pas de progrès là, de progrès de société, de la pensée individuelle et tout et tout. Mais la seule chose que je me souviens par rapport à la gestation, comme tu dis, c'était que, d'ailleurs j'habitais Paris à l'époque, il y a 20 ans que j'habitais Paris pour pas mal d'années et j'ai travaillé là-bas. Et c'était très important pour moi, ça a déclenché un peu ce récit en moi. C'était en 1995, c'était les 50 ans de la Seconde Guerre mondiale. Et à Paris, ça a commencé un grand débat, un très grand débat pour toutes les histoires, pour toutes les questions, pour les procès de la France, les grandes culpabilités de la France, Vichy. Et il y avait beaucoup de livres qui sortaient pour la Shoah, pour enfin, il y avait beaucoup de discussions pour la Seconde Guerre mondiale. Et ça veut dire 95, déjà 25 ans. Hein. Non, ça veut dire 95 par rapport à aujourd'hui, ça fait déjà 25 ans. 25 ans, donc maintenant on commémore les 75 ans. C'est déjà beaucoup. Donc, mais je crois qu'à ce moment-là, c'était quelque chose de très, très violent. Mais à côté de ça, parce que j'étais à Paris jusqu'à 97, par là, donc la décennie 90, c'était aussi la guerre de la Yougoslavie, la guerre en Yougoslavie, qui était très, très dure. Enfin, en Paris, quand j'ai vécu à Paris, on vivait ça très dur. Et il faut dire que j'ai travaillé les 7 dernières années à Paris, j'ai travaillé à la librairie de Sciences Po. J'étais libraire, donc. Et j'ai travaillé à la librairie de Sciences Po et j'avais beaucoup d'informations par rapport à la guerre de Yougoslavie. Et on a vécu ça d'une façon très traumatisante. Et après, j'avais des échos ici en Grèce, comment on a vécu la chose par rapport aux Serbes et tout ça, tous ces problèmes-là. Enfin, tout ça, c'était très fort. C'est pour ça qu'il y a cette scène dans le roman avec l'Albanais. Le petit Albanais Marcel. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette référence à l'ancien crime de guerre et au nouveau crime de guerre. Et de toute façon, pour un petit pays comme la Grèce, c'est important de faire la différence. Mais je sais pas, il y a plusieurs. Je peux dire, je sais pas si ça me vient autre chose à dire par rapport à. Mais je l'ai écrit, je l'ai porté il y a longtemps, mais je l'ai écrit dans 10 mois ou quelque chose comme ça. Après, c'était facile parce que ça a sorti. Facilement, c'est sorti. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question aussi? Vas-y, Yann. Tu parles de distance, c'est très vrai, mais en même temps, il y a une empathie.
Il y a les deux. Oui, le vécu, il y a cette oui. dialectique Le entre vécu, distance et oui. empathie, parce que Oui. c'est très intense chez Oui, toi. oui, Tu parles sûrement. dans ton texte aussi. Alors, c'est ça qui fait la force du roman. Et ensuite, ce que disait sûrement. Ariella, c'est une étude. C'est une étude, mais Balzac appelait ses romans études de la vie provinciale, je sais pas. C'est une étude, il y a de l'essai là-dedans. Et puis il y a de la poésie. J'ai oublié de... Enfin, je n'ai pas oublié, j'ai omis Oui. parce que je ne pouvais pas ficeler mon texte pour dire, mais il y a plein d'images poétiques. Il y a pas seulement, enfin, c'est pas un hasard que tu as écrit très récemment un essai sur les 4 poètes russes. Pasternak, enfin, Tsvetaeva, Akhmatova, Pasternak, Mandelstam. Ouais. Tout ça, c'est très présent en toi. Tu as parlé de Sinopoulos et de... Ah oui, ça Et puis, c'était... moi, je retrouve un tas de choses de Camus. J'en ai parlé 2 fois, de citations de Camus. Il y a vraiment des moments où tu te rapproches très, très beaucoup. Ouais. Et puis, parfois, l'évocation de la maison dans la forêt me rappelle Tarkovsky, des images comme ça, des images de films. C'est très imagé. Oui. Et c'est aussi métamoderne. Il y a même ça, parce qu'il y a les narrations diverses. On ne sait pas qui narre exactement, qui écrit l'histoire. C'est pas très clair. Ça aussi, ça, c'est complètement métamoderne, sans le vouloir. Je veux dire, c'est pas un effort. C'est simplement par souci de réalisme. On se pose des questions. On pose la question à celui qui a vécu. C'est quelqu'un qui écrit, mais on ne sait pas qui écrit exactement. On ne sait jamais qui est l'auteur du livre. C'est comme une balle de ping-pong. C'est moi qui écris, c'est toi qui écris, c'est maman, c'est la petite fille, c'est l'arrière-petite fille. Oui, mais dans le livre, il y a c'est comatose, est-il mort, est-il pas mort. C'est aussi qui est l'auteur. Je crois qu'il faut cesser d'analyser le livre et laisser les lecteurs potentiels le découvrir et l'apprécier. Merci beaucoup.